Alors, moi, je suis content que tu aies terminé sur la Grèce parce que c'est un truc qui m'a remué. Moi, j'étais pour faire un appel du 13 juillet à la résistance contre l'Europe allemande. Quelques points quand même. Dans ta présentation historique, tu n'as pas parlé de la chute du mur de Berlin. Moi, ça me semble important sur le. Avant, c'était, ça s'expliquait par la lutte contre l'Empire soviétique, hein, notamment parmi les sociaux-démocrates. Et après l'ouverture du libéralisme, il n'y avait plus de limite, plus de réaction. Donc moi, ça me semble toujours à poser. Pour venir plus récemment, tu parlais de l'ordolibéralisme. Bon, on ne sait pas forcément ce que c'est. Moi, je l'ai découvert en lisant le monde diplomatique, mais à moins que tout le monde soit au courant, je pense que c'est très important de poser ça par rapport, on parle au libéralisme, la liberté totale d'agir. Non, l'ordolibéralisme, c'est l'État au service du capitalisme, de l'organisation allemande. Et ça vaut le coup de le préciser. Enfin, il faut le préciser. Le pouvoir est à la finance des entreprises, et puis il ne doit plus y avoir de gouvernement qui. Moi, ce que j'ai compris, c'est pas exact. Je reviendrai dessus. Et puis je vous mettrai des documents en ligne là-dessus. Alors, pour terminer, parce que pour moi, à la limite, tu aurais commencé par la Grèce. À titre d'illustration du fonctionnement de l'Europe, je pense que c'est plus parlant. Moi, ce que je crois, c'est que dans le débat nation-Europe, c'est déjà fusionné dans certains points, notamment au niveau de la finance, hein, qui n'a pas de visage, mais qui a des laquais qui eux en ont, des visages. Bon. On oublie qu'il y a des gens qui ont intérêt. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une crise depuis 20 ans. Il y a des gens qui ont intérêt à des choses qui se passent, y compris des Grecs qui, eux, avaient planqué leur fric au Luxembourg ou ailleurs et qui n'ont pas du tout été gênés. Donc, quand on dit la Grèce contre l'Europe, non, c'est des. À l'intérieur de chaque État européen, il y a des gens qui étaient entièrement d'accord à ce que faisait l'Eurogroupe et il y en a d'autres qui morflaient. Ou qui allaient morfler, parce que c'était aussi dire aux Espagnols, aux Portugais, aux Européens, voyez ce qui vous attend si vous bougez. Bon. C'est la lutte des classes prolongées. Voilà. Et ça, on a été, que ce soit Hollande, que ce soit notre camarade candidat, même dans ma section, il y a des gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Grèce, tu vois? Et les gens qui ont voté motion B. Oui, mais donc, ça c'est par ignorance et par paresse intellectuelle. Non, mais à tous les niveaux, on est pour l'Europe, la région humaine, l'Île-de-France, dans les Europes inhumaines. Comment peut-on faire? Bon, je termine sur un point. Tu n'as pas parlé aussi du référendum grec, parce qu'après 2005, le référendum grec, ouais, à quoi ça sert de faire la politique? Moi, j'ai adhéré au PS en 73. Bon, à quoi ça sert? Tu vois, ça fait un moment. Hein. À quoi ça sert de faire la politique s'il faut aller demander au ministre Schrob, même nous, ça devrait tout nous concerner au niveau des tripes, cette affaire grecque. Ça ne sert plus à rien. Nos grands-pères, ils se sont battus la guerre. À quoi ça sert de faire la politique? Donc, par rapport à la solution, la recréation d'une internationale, bon, pas celle de notre camarade Amadéis, non, une nouvelle internationale qui oppose parce que l'internationale du capital existe, même s'ils sont pas, ils ont des divergences aussi. Et de recréer, parce que il y a des intérêts communs entre alors évidemment, bon, ça apparaît à long terme, c'est idéaliste ce que je dis, mais il faut démarrer un jour. Donc, moi, c'est ça, l'ordolibéralisme, le traité européen, le fait qu'il y ait des gens qui soient. Les États-nations, ça nous. C'est un peu pour nous avoir, quoi, hein, parce qu'on se sert des nations quand on a envie, quand on n'a pas envie. Ça sert de filtre qui empêche de réfléchir. Et puis, alors, quand même, sur les banques,
européenne, moi je te trouve très gentil parce que l'argent de Goldman Sachs, il va pas aux États, enfin, il prête pas aux États. Oui, oui. Et là, ce qu'il y a, c'est que, alors ma femme est au Crédit Agricole, je vais quitter, mais les banques, les 4 grandes françaises, elles ont depuis 2008, elles ont des trucs pourris. Et ça va péter un jour parce qu'ils ont pas soldé les dettes pourries. Alors, il y a des gens qui disent pourquoi ça s'est explosé aux États-Unis et maintenant c'est en Europe qu'on a la crise. C'est parce que les banques, surtout françaises, carrément, avaient des subprimes pourris dans leur. C'est pour ça que ça nous est arrivé. S'ils n'avaient pas prêté l'argent des caisses d'épargne dans les trucs pour aux États-Unis, on n'aurait pas eu cette crise. Roger et Jean-Pierre, et puis après je vais essayer de répondre parce que là sinon j'en ai pour 3 quarts d'heure de réponse. Deux petites choses. Dans le traité de Lisbonne, et on voit un petit point positif, c'est la possibilité, lorsqu'il y a des problèmes avec l'extérieur, du droit de veto. C'est-à-dire qu'un pays la majorité peut être contraint par le veto d'un pays, et ce qui pourra s'appliquer pour le traité avec les États-Unis transatlantiques. C'est un petit point positif qui est un courage qu'on pourra utiliser. La condition d'avoir des traîtres. Deuxièmement, ce qui m'a un point que je trouvais assez fort, c'est le titre de l'avant-dernier épisode, séquence post-démocratique. Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est-à-dire que l'accord qu'il y a eu entre la Commission, les trois, et le gouvernement grec, qui, on l'a dit, les mettait sous protectorat quasiment. Et ce qui m'inquiète, c'est que cette situation, de mon point de vue, risque de se répéter. Ah oui. D'une certaine façon, elle vient de se répéter au Portugal. Et le fait que finalement la Commission interdit à ce qu'il y ait un gouvernement majoritaire issu des élections, et que c'est quelque chose qui peut nous arriver en France, qui à mon avis, et peut-être l'Espagne, et puis la France. Et donc, je trouve que c'est très fort que tu aies utilisé ça, séquence post-démocratique, parce que ce n'est pas un événement fermé, c'est simplement un début. Et de ce point de vue-là, les perspectives du point de vue de l'Union européenne, elles sont claires, elles sont véritablement post-démocratiques. Il n'y aura plus de vie démocratique en Europe. Jean-Pierre, et puis. Ce que je viens de dire, c'est un petit peu dans les ce que je viens de terminer. Il n'y aura plus de démocratie en Europe. Mais d'ailleurs, par rapport au libéralisme, je te laisse répondre, par rapport au libéralisme international, même on a des réactions aux États-Unis actuellement. Donc tout le monde commence à comprendre qu'on est engoncé et mené, le troïka n'est que des petits grains qui fait fonctionner tout cela en Europe. On est complètement sous l'empire du libéralisme, du marché libre, etc., du post-capitalisme. On est passé là simplement. Alors, moi je ne veux pas trop, parce qu'il me faudrait plus réfléchir que je réfléchisse un peu plus pour ordonner ma pensée et me faire communiquer. Mais moi je reviens simplement à des choses simples. En fait, en France, pourquoi Hollande, dans la première année, n'a pas fait ce qu'il disait sur les banques, séparation entre les banques de crédit et les banques et l'aspect spéculatif au niveau bancaire. C'est le crédit agricole, justement. Notamment, bon, il l'a fait, oui, mais les 4 ou 5 plus importantes, on n'y touche pas. Donc les bulles, elles arriveront un jour ou l'autre. De toute façon, elles arriveront. Et il faudra qu'on les paye. Puisque tout le système bancaire international, avec des multinationales et tous les lobbies des multinationales, c'est de toute façon, on crée une bulle et de toute façon, c'est les contribuables, ce sont les citoyens qui vont payer, puisque c'est bien nous qui avons renfloué les banques. C'est sur les budgets de l'État qu'on renfloue les banques.
Et les résultats, c'est bon. D'ailleurs, excuse-moi de couper, mais je dirais que c'est toujours marrant parce que c'est à ce moment-là que l'État-nation, ça pose plus de problème tout d'un coup. Ah là, il n'y a plus de soucis avec les États, avec les existences d'États importants. Et pour la dépense publique, il n'y a plus aucun problème d'ailleurs. Tout d'un coup, tout est suspendu, toutes les règles qu'ils appliquent en permanence pour le reste sont suspendues. N'oubliez pas l'exemple de l'Islande. Le député Germain qui est venu dans la section, quand je lui ai posé la question, Ils ont pu le faire. C'est un mec de C'est un petit pays, ça ne gêne pas. Ils ont laissé faire. C'est pas un modèle, ils l'ont laissé. C'est pas un modèle, mais c'est dans leur cours de récréation. C'était pas très grave. Maintenant, si c'était la France, ça commencerait à poser des gros problèmes. En Europe notamment. Bon. Et en fait, tout le problème est un problème idéologique. Bon, on sait que actuellement, ce qui gouverne les traités, en résumé, ne sont même plus des traités juridiques, ce sont des réglementations. Ah, si, c'est juridique. Ben, oui, mais bon, ce ne sont pas des lois. Bah, si, c'est la code qui a été validée. Non, mais. Le Conseil constitutionnel, c'est les conventions. Entendons-nous sur les mots. Une loi, c'est quoi? C'est un écrit. Et à partir d'une hypothétique de cet écrit, est-ce qu'on le vote ou est-ce qu'on ne le vote pas? Mais aujourd'hui, et c'est là que c'est compliqué peut-être à comprendre, c'est que la réalité, c'est que ce qu'on appelle l'acquis communautaire a été intégré dans les droits nationaux à chaque fois. Et que pour se conformer au traité, régulièrement tu changes soit la Constitution, soit la loi nationale pour mettre en œuvre ce que tu es censé avoir accepté, soit au Parlement européen, soit au sein du Conseil de l'Union. Qui est vrai, c'est que c'est pas validé par les peuples. De toute façon, à la fin, ça rentre dans le droit national. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est pour ça qu'on se fait régulièrement engueuler parce qu'on n'a pas assez rapidement mis en application dans le droit national. Pour arriver à cela, compte tenu y compris du référendum négatif en France, tu penses que c'est démocratique? Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'à un moment, effectivement, ce qui est le droit européen, de toute façon, est considéré comme supérieur au droit français, aux droits nationaux, et de toute façon, les modifications qui régulièrement ont été faites dans les traités, par les traités ou par les directives ou par les réglementations européennes, sont transcrites régulièrement en droit national, votées par les parlements nationaux, etc. C'est ce qu'on appelle l'acquis communautaire, et l'acquis communautaire, il s'accroît régulièrement. La vraie difficulté, c'est que par rapport à un acquis communautaire, mais hors de la question de l'ordolibéralisme sur lequel je vais revenir, c'est que ce que je disais à un moment, quand je disais qu'on a fait moins d'efforts pour intégrer les pays d'Europe centrale et orientale qu'on l'avait fait pour les pays méditerranéens, c'est que on insiste plus aujourd'hui sur l'intégration de l'acquis communautaire et la complexité juridique, technique, législative que ça représente, que sur les mécanismes de solidarité qui devraient l'accompagner pour que l'ensemble tienne. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, de dispositifs de solidarité qu'on avait construits et qui existaient dans la construction européenne, je vous en ai fait la liste d'une partie tout à l'heure, on les a vérolés en introduisant ce concept de compétitivité, parce que finalement la compétitivité, ça revient à faire de la compétitivité entre Européens et pas à rendre les économies européennes plus compétitives par rapport au reste du monde, et que par ailleurs on donne des contraintes économiques, financières et budgétaires. Ce qui n'est plus une union. Voilà. En tout cas, il n'y a plus de solidarité. Moi, je pense que ce qui a changé par rapport ce qui avait très court jusqu'au milieu des années 90, c'est qu'effectivement, la notion de solidarité intra-européenne disparaît petit à petit. Ce qui créera forcément à un moment des facteurs d'explosion. À La Rochelle, il y avait Benoît Hamon qui était intervenu sur la plénière Europe, et il parlait justement des conséquences à attendre des négociations sur le TAFTA. Et il disait la théorie de nos dirigeants depuis
30 ans, 40 ans, et notamment au niveau de la construction européenne, c'est qu'on va apporter la paix et on va réussir à s'intégrer par ce qu'on appelle le doux commerce. Parce que quand vous commercez ensemble, vous avez plus intérêt à être sympa ensemble pour pouvoir trouver des accords, tout se passe bien. Sauf que plus tu élargis l'espace où tu fais le doux commerce, donc là, les États, l'Europe des 6, puis l'Europe des 19, puis maintenant, grand marché transatlantique, forcément, les liens que tu as créés au sein de l'Union européenne, où ça fonctionnait pas trop mal jusqu'à ce qu'on ne soit pas trop nombreux et que surtout qu'on ne soit pas à des niveaux économiques trop divergents, si tu l'élargis aux États-Unis, on va rentrer en concurrence pour accéder au marché américain, nord-américain, les uns avec les autres. Donc les solidarités politiques et commerciales qui existaient entre États européens, elles vont se distendre. Et à la fin, ça ne garantit plus que le doux commerce nous assure la paix sur le continent européen. Parce que les conflits d'intérêts vont devenir difficiles à gérer. Alors, je ne dis pas que ce qui va arriver demain matin, mais qu'intellectuellement, c'est un sujet qu'il va falloir aborder. Et qui n'est pas uniquement est-ce que telle mesure comprise dans le futur TAFTA est acceptable pour nous ou pas. C'est que je pense que le TAFTA, aujourd'hui, est contradictoire avec la logique d'intégration européenne. Voilà. Sur la différence de nature avant et après le mur de Berlin, je ne suis pas revenu dessus parce que forcément, on l'avait abordé déjà dans la précédente séance de l'école de formation avec François Lafont, mais oui, forcément, il y a une différence de nature. Il y a une différence de nature aussi parce que l'Allemagne a eu un poids politique, alors qu'avant elle n'avait qu'un poids économique dans la construction européenne. Sa réunification l'a doté forcément d'un poids politique important, et que l'effondrement du bloc soviétique a donné un champ de développement aux idées libérales. Je vous rappelle, au début des années 90, la thérapie de choc, le machin, qui fait que l'Europe centrale et orientale, sont à la fois le terrain de concurrence entre d'un côté des ultralibéraux et des sociolibéraux, et de l'autre des ultra-conservateurs, qui viennent d'ailleurs de revenir au pouvoir en Pologne, voire des xénophobes, comme ce qu'on a, enfin je veux dire, moi je veux bien qu'on m'explique que le Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, c'est un parti conservateur lambda qui est d'ailleurs membre du Parti populaire européen, le parti des Républicains, de Madame Merkel et tout ça. Enfin, il a quand même autorisé les gardes frontières à tirer sur les réfugiés qui rentraient illégalement. Ils construisent des barrières. Bon, bref. Donc, nous, au sein du Parti socialiste européen, on a Robert Fico, qui est le Premier ministre slovaque, qui explique qu'il est prêt à accueillir des réfugiés, mais uniquement s'ils sont chrétiens. Bon, donc on a du ménage à faire partout, mais on a un champ territorial européen à l'est de l'Europe qui est totalement fermé aujourd'hui aux idées de solidarité, parce que les idées de solidarité ont été discréditées par l'occupation soviétique. On ne parle pas de bloc communiste, c'est de l'occupation soviétique. Voilà. Donc là, on a une vraie difficulté. Donc on a des réserves pour des tas de gens qui... néanmoins, ça peut évoluer. C'est aussi des gens qui peuvent se rendre compte, enfin aussi des États qui peuvent se rendre compte qu'ils ont besoin de plus de régulation, de plus de solidarité petit à petit. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas la période. On a des réflexes xénophobes, on a des réflexes de repli politique, on a des réflexes ultra-conservateurs, etc. Forcément, c'est pas la même chose avant et après la chute du mur de Berlin. L'ordolibéralisme, c'est quoi ? C'est se rappeler que l'Allemagne se vit sur le traumatisme de ce qui, selon elle, a créé le nazisme et l'accession au pouvoir du nazisme. Et donc la crise économique et sociale
dans ces différentes phases. D'abord après la Première Guerre mondiale et l'hyperinflation qui était montée où du jour au lendemain tu sortais des valises de billets pour aller acheter ton pain tellement tu n'arrivais plus à suivre l'évolution de ta monnaie. Et puis la crise économique et sociale qui a aussi permis au début des années 30 la progression des nazis et leur prise du pouvoir démocratiquement. Et ils font l'analyse que c'est parce que on a fait n'importe quoi au niveau de l'inflation, au niveau de la conduite des affaires économiques et budgétaires. Donc chez une partie... c'est pas du tout parce qu'ils menaient une politique keynésienne expansionniste. C'est en partie parce qu'une partie des conservateurs et des démocrates chrétiens allemands considèrent que l'économie, plutôt la politique budgétaire et monétaire est bien trop importante et sérieuse pour confier tout ça à un fonctionnement démocratique, qu'on la met à part. C'est pour ça que la Bundesbank est indépendante depuis qu'elle a été créée, qu'il y a la règle d'or en Allemagne pour le budget depuis le début de la RFA, etc. Et en fait, pour que ce qui reste de l'ordre de la démocratie, c'est savoir si on fait un peu plus ou un peu moins de social, mais quand même pas trop, parce qu'il ne faut pas déconner, il ne faut pas bousculer les grands équilibres, si on est un État laïque, si on fait le mariage pour tous, enfin, grosso modo, on fait du sociétal, très peu d'économique, voilà. Alors que quand on est socialiste, et puis en plus socialiste français et républicain, avec notre héritage d'État très interventionniste surtout, et depuis toujours, l'idée même qu'il y ait un champ qui échappe au débat politique, à la discussion, à la délibération politique, ça nous paraît invraisemblable. C'est la tradition allemande. Le problème, c'est que cette tradition allemande, qui n'était pas forcément partagée par tout le monde, elle a été étendue à l'ensemble de l'Europe. Je vous mettrai en ligne un article qui explique ce qu'est l'ordolibéralisme, son histoire, sa genèse, etc., de manière plus détaillée et moins caricaturale que je viens de le faire. Et voilà ce qu'est l'ordolibéralisme. En fait, on a appliqué à l'ensemble de l'Union européenne ce qui appartient à l'histoire et à la mythologie historique de l'Allemagne contemporaine. Mais qui est intégré parfaitement dans tous les économistes à l'échelle mondiale. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, quand il y avait le débat sur l'accession au leadership des travaillistes avec la victoire de Corbyn à la fin, où il y avait les anciens blairistes qui disaient « Oui, mais regardez, Corbyn est un dingue, il raconte n'importe quoi en économie. D'ailleurs, il n'y a aucun économiste qui soutiendrait ce qu'il est capable de raconter. » Et il y a des mecs qui ont écrit « Mais non, mais Corbyn, aujourd'hui, il est mainstream. » Aujourd'hui, la position politique sur l'économie de Corbyn, c'est ce que racontent la plupart des grands économistes internationaux. On a un problème européen aujourd'hui. Est-ce que l'économie est quelque chose qui a le droit d'être débattu politiquement ? En Europe, non. Et c'est ça l'ordolibéralisme. Mais bref, c'est moins caricatural que ça, mais sur les référendums... Sur le référendum grec, et c'est pour ça que je voulais faire la référence aussi au Portugal, alors c'est pas la commission qui empêche le gouvernement, c'est le président portugais qui décide que certains partis, parce qu'ils ne sont pas européens comme il faut à son goût, qui dit il est hors de question qu'ils accèdent au pouvoir, même aux coalitions, donc moi vivant, jamais je ne leur permettrai d'accéder, donc je confie au parti le plus important, donc au Premier ministre sortant, la tâche de former le gouvernement, même s'il est minoritaire, et même si on m'a démontré qu'il y avait une majorité parlementaire alternative dans le pays. Ce qui pose problème, on verra comment ça se passe dans les jours qui viennent, si le gouvernement n'arrive pas à faire passer sa feuille politique à l'Assemblée de la République portugaise, et les conclusions qu'en tient ensuite le président portugais. Mais effectivement, dans l'idée de Cavaco Silva, le président de la République portugaise, c'est de se dire tant pis, je n'ai aucune obligation de proposer à António Costa de mettre en place sa coalition de gauche, ce qui, au demeurant, est inédit au Portugal. L'union de la gauche n'a jamais existé. C'est une première. Si elle se met en place, c'est une première. Il n'y a jamais eu ce qu'on a eu en France. L'union de la gauche n'a jamais existé.
Jamais. Donc oui, c'est un chamboulement politique pour la République portugaise, il faut bien se le dire quand même, si la gauche arrive au pouvoir actuellement. Mais il dit, tant pis, dans ce que tu tires comme logique de sa déclaration à la télé quelques jours après les élections, c'est tant pis, je suis prêt à maintenir Passos Coelho à la tête du gouvernement pour gérer les affaires courantes sans majorité, jusqu'à ce que le délai de 6 mois soit passé, que de toute façon il y aura un nouveau président de la République, et vraisemblablement c'est encore un conservateur qui a l'intérêt du public portugais aujourd'hui, qui pourra lui-même procéder à une nouvelle dissolution qui permettra de corriger le vote des Portugais qui, franchement, on déconne. Attendez, faire progresser de quasiment 10% les partis de la gauche radicale au Portugal parce que la politique est trop austéritaire, mais enfin, à quoi pensez-vous? Donc, parce que c'est la gauche radicale portugaise qui a le plus progressé. Il a oublié qu'il y avait des alliés encore. Maintenant, mon analyse, c'est que quand même, indirectement, la commission a fait pression. Bien sûr que ça fait peur à tout le monde. Je pense pas que je pense que ça fait peur à l'ensemble des dirigeants et des gouvernements européens aujourd'hui, parce qu'ils se disent, on a eu Syriza. L'espoir de Syriza, c'est qu'un jour il y ait suffisamment de petits gouvernements, malgré le troisième mémorandum qu'on leur a imposé, qu'il y ait suffisamment de gouvernements qui, au bout d'un moment, disent merde, c'est plus possible. D'ailleurs, le prochain exemple, c'est l'Espagne. Demain, le Portugal. Oui. Après-demain, l'Espagne, si tant est que... Parce que Podemos se casse la gueule dans les sondages aujourd'hui, et je ne sais pas à la fin si nos camarades du PSOE seront capables de faire une coalition majoritaire, mais ça peut être aussi un jour en Irlande, où l'équivalent de la gauche radicale, qui sont les républicains irlandais, Sinn Féin, progressent énormément, et qui, eux, ne feront pas d'accord avec un parti de droite pour gouverner, si jamais aujourd'hui autour de 25%, c'est pas suffisant pour gouverner, mais petit à petit, voilà, et qu'un jour on ne sait jamais, François Hollande soit touché par la grâce, il se rappelle de ses promesses de campagne, bref, le Parti Socialiste Wallon retourne au pouvoir, parce que la différence avec les autres partis socialistes, c'est que le Parti Socialiste Wallon, il développe une politique de centre-gauche quand il est au pouvoir, et il tient toujours le même discours quand il est dans l'opposition, ce qui fait passer aujourd'hui quasiment pour un parti gauchiste par rapport à François Hollande aujourd'hui. C'est très perturbant dans l'ambiance du PSE classique aujourd'hui. Bref, petit à petit, voilà. Mais la vraie difficulté, c'est qu'effectivement, quelles sont les marges de manœuvre pour qu'un jour il y ait suffisamment d'États et il y ait une majorité alternative au Parlement européen pour dire stop, ça suffit, il faut changer le fonctionnement. C'est là que nous, on a une impasse à gauche. C'est-à-dire que nous n'avons sans doute pas l'accord entre nous sur ce qu'il faudrait faire pour remplacer le fonctionnement actuel des institutions européennes, et nous n'en avons certainement pas avant très longtemps les moyens politiques. D'abord parce qu'on n'a pas la coalition qui va le faire avec, et que même au sein du PSE, je pense que personne n'est d'accord sur ce qu'il faut faire. Il y a des divergences aussi au sein de la gauche radicale européenne, évidemment, mais voilà, on est vraiment dans la merde sur le fond et sur la forme à gauche en Europe, parce que l'alternative, on n'a pas encore réussi à démontrer qu'elle existait. Voilà. Des gens ont intérêt à la crise, oui, évidemment, des gens ont intérêt à la crise. Et évidemment, ce qui s'est passé en Grèce, y compris le fait qu'on fait capituler un gouvernement 8 jours après qu'il y ait un référendum massif qui lui ait donné un mandat clair, est utilisé partout pour dire au peuple, voyez, de toute façon, ça ne sert à rien que vous votiez pour des gauchos, ou des irresponsables, ou des xénophobes, ou des europhobes, ou des eurosceptiques, ou des gens un peu critiques, parce que de toute façon, ça ne marchera pas, donc plier le genou, courber les chines, courber la tête, parce que c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Et c'est là où non seulement il y a une logique aujourd'hui des institutions qui a été poussée à sa caricature dans le fonctionnement de l'eurozone, dans le rapport avec la Grèce, mais il y a aussi pas qu'une logique institutionnelle, il y a un discours politique, il y a un discours économique. Il y a une volonté politique de faire en sorte qu'effectivement, on écarte des peuples la réalité et l'essentiel des décisions. Parce que
En démocratie, surtout quand c'est en crise, vraiment les peuples, ça commence à devenir dangereux et irresponsable. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Oui, c'est qu'il y a une logique institutionnelle. Avec l'austérité, parce que ça commence à gonfler un petit peu les gens, y compris en Allemagne. Dire que bon, oui, mais en Allemagne, mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que en Grande-Bretagne, vous avez eu d'une certaine manière la victoire de Corbyn à la tête du Labour Party. C'est quoi? C'est la reconquête du mouvement social sur le Parti travailliste. En Allemagne, vous avez un mouvement social en cours sur le TAFTA qui peut permettre de perturber et de changer la donne dans le congrès du SPD à venir, où Sigmar Gabriel a de plus en plus de mal lui-même à contrôler ses propres troupes, et éventuellement à mettre en place ce qui ne s'est jamais produit jusqu'ici, c'est-à-dire une union de la gauche en Allemagne. Que les Linke, ils sont majoritaires aujourd'hui au Parlement, et c'est la droite qui est au pouvoir avec le soutien des sociodémocrates. En France, on a la gauche qui est au pouvoir, on n'a pas de mouvement social, et on a un FN à 25 et 30%. La capacité, oui, mais on n'a pas un mouvement social organisé, convergent, il y a des mouvements sociaux. Oui, et il y a une montée de la violence sociale. Je ne veux pas extrapoler sur ce qui s'est passé à Air France, mais c'est un symptôme. Oui, oui. Les gens en ont ras-le-bol, les gens sont au bord du craquage, les gens sont à cran. Sauf qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, y compris parce que la gauche est au pouvoir, et que le Parti socialiste, de toute façon, avant, est loin des syndicats et du mouvement social, etc., et je ne vois pas les éléments qui permettent de faire rebondir, comme on peut espérer qu'il y aura un rebondissement en Allemagne, et comme il y a eu un rebondissement en Angleterre sur le Parti travailliste, ce qui ne préjuge pas du fait que Corbyn se plantera peut-être aussi aux élections de 2020. C'est le pire malheur que je souhaite aux Britanniques. Mais effectivement, si Corbyn remporte les élections en 2020 avec le retournement stratégique et politique qu'il est en train d'opérer, ça aura vraisemblablement un impact politique jamais vu au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure chance qu'on ait, mais c'est en 2020. C'est peut-être la meilleure chance politique qu'on ait en regard des éléments dont on dispose aujourd'hui pour bousculer la gauche en Europe et pour bousculer ce que j'appelle la dérive de la construction européenne. Voilà, donc j'espère vous voir nombreux les fois prochaines.